Pour ce nouvel épisode de Révolution bilingue, passage par le Sénégal et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une discussion sur l'éducation plurilingue avec le professeur Mbacké Diagne, directeur de recherche au laboratoire linguistique et grammaire anglaise et africaine. La situation des langues au Sénégal est représentative du bain linguistique dans lequel les nations africaines évoluent. La place des langues nationales dans les systèmes scolaires, comme le Wolof, le Pulaar, est encore inégale vis-à-vis de celle qu'occupent les langues internationales telles que le français, l'anglais ou l'arabe. C'est un débat délicat, passionné, et en parallèle duquel on voit évoluer de nombreuses initiatives scolaires en faveur du bilinguisme dans les écoles privées ou publiques. Voilà, merci et bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce podcast. Je vous laisse vous présenter en quelques minutes. Bonsoir, je m'appelle Mbacké Diagne, directeur de recherche assimilé au Centre de linguistique appliquée de Dakar. Avant, j'ai été enseignant au niveau des écoles primaires, secondaires. J'étais inspecteur de l'éducation, directeur de centre de formation avant de venir à l'université. Alors, arrivé ici, j'ai fait une thèse en description linguistique d'une langue diola, parlée au sud du pays. Mais présentement, j'ai travaillé sur d'autres sujets, sur le bilinguisme, sur l'analyse du discours. Je travaille sur beaucoup de sujets. D'accord. Partons peut-être du point de départ. Là, on est au Sénégal, on est à Dakar. Alors, quelles sont les langues parlées au Sénégal? Et puis, quelle est la relation qui existe entre ces langues? Voilà. Donc, là, c'est une question intéressante parce que notre pays, je vais dire, dans le contexte africain, particulièrement marqué par la présence de plusieurs langues, et nous pouvons les répartir en deux groupes. Il y a les langues natives, les langues qui sont nées sur le continent, les langues nées dans le pays qu'on appelle par le terme langue nationale, qui sont, pour notre cas, le chiffre qui s'officialise tourne autour de 22 langues. 25 langues. Les 22 sont déjà codifiées. Ils ont un alphabet qui a été entériné, validé par les services techniques de l'État. Et parmi les plus importantes, alors? Les plus importantes, il y a les 6 premières codifiées. Le Wolof, le Serer, le Pulaar, le Manding, le Soninké, le Diola. Sont les 6 premières langues. Maintenant, parmi ces 6 premières langues, il y a 2 qui sont très en avance sur le plan de la documentation, de l'équipement, de la préparation, de l'expérimentation. C'est le Wolof et le Pulaar, suivi du Serer et un peu par le Diola. Maintenant, l'autre groupe, c'est les langues étrangères, ce que nous appelons les langues étrangères, qui sont venues avec l'école coloniale, d'abord, avant les indépendances, qui se sont poursuivies avec le système éducatif un peu, je dis, amélioré pendant les indépendances, où il y a d'abord le français et ensuite nous avons toutes les autres langues, grandes langues internationales qui sont enseignées dans nos systèmes. Je veux parler de l'anglais d'abord, qui est obligatoire dans tout le système secondaire. Au sortir du primaire, on fait obligatoirement anglais jusqu'à... Comme une langue étrangère, c'est ça? Quelques heures par semaine? Il y a 2 heures de temps par semaine d'enseignement. Suivi maintenant par des langues comme l'espagnol, le russe, le portugais, l'allemand. Oui. Et maintenant, à l'université, nous avons l'italien qui est au département de langue romane. Il y a donc les langues slaves, d'autres langues comme le persan. Et au niveau de l'université, maintenant, il y a un institut à part, Confucius, qui enseigne le chinois à ceux qui le veulent. D'accord. Ouais. Donc le chinois est arrivé aussi. Voilà. Donc il y a les langues étrangères qui sont devenues maintenant donc des éléments d'enseignement. Le français étant le véhicule officiel dans le système éducatif. Et il y a les langues nationales. Les langues nationales maintenant, aussi frappent à la porte, depuis l'indépendance, à la porte de l'école. Beaucoup d'expérimentations ont été menées, des expérimentations concluantes qui ont donné de bons résultats, mais jusqu'à présent, on tarde à généraliser ça. Donc voilà la situation des langues pour le moment.
Et dans le système éducatif, alors, quelle est la langue qui est enseignée principalement, on va dire, dans les écoles élémentaires et secondaires, hein? On va pas parler d'université tout de suite. Principalement, c'est le français. On enseigne en français, on enseigne le français et en français. D'accord. Les langues africaines ne sont pas enseignées. Le Wolof et les matières ne sont pas enseignées. Et le Pulaar sont dans les classes à titre expérimental. Il y a même des expérimentations du bilinguisme simultané où le Wolof ou le Pulaar entrent en même temps que le français dans la classe. Ça reste expérimental. Oui, ça. Bon, maintenant ils sont en train d'élargir l'éventail d'écoles qui le font, mais ce qu'on peut noter, c'est que ce n'est jamais poursuivi. Généralement, les projets s'arrêtent et on recommence à zéro. Au moment où nous parlons, nous venons de terminer une belle expérimentation avec l'ONG ARED qui a vraiment expérimenté le Wolof et le Pulaar jusqu'à la 3e étape du primaire. Mais parce que ça dépendait de financement extérieur, les bailleurs, quand ils arrêtent le financement, le projet s'arrête. On a maintenant la lecture pour tous LPT qui est financée par l'USAID, mais eux, ils ne travaillent que sur la langue maternelle. Ça pose problème parce que nous parlons d'éducation bilingue, alors qu'eux, ils ne s'occupent que de la lecture en langue nationale, qui pour moi n'est pas un projet viable. Ce qui est viable, c'est que les langues cohabitent dans la classe. Et ça, c'est plus profitable pour les élèves, parce que la langue nationale permet de capitaliser l'expérience de l'enfant avant qu'il n'arrive à l'école. Et maintenant, le français peut venir contribuer à son ouverture aux sciences, aux disciplines exactes et aussi à la culture étrangère. Et jusqu'à présent, ça se fait pas du tout comme ça. Non. L'enfant arrive en parlant une langue, sa langue première. Et à la première année de l'école, on l'arrête. J'ai fait des réflexions là-dessus. Je dis simplement toujours, comment vous voulez avoir des prix Nobel quand l'enfant qui a découvert le monde, qui a déjà intégré son environnement dans sa langue pendant 7 ans, en famille ou dans l'environnement immédiat de la famille. Un jour, on l'amène à l'école, on lui dit il faut oublier tout ça, c'est-à-dire effacer les 7 ans d'expérience. Et on lui dit de commencer l'apprentissage d'une autre langue pour appréhender le monde. Et pour qu'il arrive à percevoir le monde à travers cette nouvelle langue étrangère, il lui faut 6 ans. C'est au niveau du cours moyen, la dernière année, la 6e année, qu'il commence à maîtriser le français et à pouvoir exprimer le monde à travers cette langue. Comment il peut rattraper ce retard-là? C'est pas normal. J'ai l'habitude là-bas aussi de donner une anecdote sur ma propre personne. J'ai fait le primaire jusqu'à l'université. Il y a certaines réalités comme enseignant français, je ne les ai connues réellement qu'après avoir été recruté à l'université et bénéficié d'un voyage d'études en France pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tout ça voulait dire? Par exemple, on m'a enseigné au primaire, parce que moi j'ai fait le primaire dans les années 65-70. Donc les manuels de lecture, le contenu était plus tourné vers la France. Les ancêtres, les Gaulois. C'est pas les ancêtres, les Gaulois, ça c'est nos aînés, mais on avait changé un peu, mais on nous parlait de matin d'Afrique. Mais dans matin d'Afrique, on nous parlait de pain et de sapin. Ces arbres, je ne les ai jamais vus. Les pins et les sapins, ouais. Dans le livre qui s'appelait Matin d'Afrique. Oui, et puis c'est après avoir été professeur d'université que j'ai fait Paris, j'ai fait Caen vers la Normandie et on m'a montré ce que c'est qu'un pain et un sapin. C'est valable pour toutes les disciplines. On nous met les mots sans les réalités. Et tout le problème de notre système éducatif qui souffre de manque de qualité, c'est à ce niveau-là. Ouais. Ce n'est que ça. Surtout qu'on on est petit, on découvre. Oui, on découvre le monde. On est dans le processus de développement mental. C'est extrêmement difficile. Et là, ça crée un traumatisme. Mon père est analphabète français
Ma mère est mélangère analphabète français. Donc, mon premier contact avec la langue, c'est l'école, la classe. On vient, on m'interdit de parler wolof. Et maintenant, on commence tout en français. C'est comme si on te donne des coups sur la tête. Et c'est des blessures indélébiles. Tu as un problème avec la langue française. Pas parce que tu n'aimes pas la langue française, mais c'est le contact qui n'est pas bien. Le contact a été brutal et, voilà. Les petits s'en souviendront tout le temps. C'est ça. C'est pour ça que, bon, particulièrement pour le Sénégal, tu vois que les gens se tournent vers d'autres langues. Les gens sont prompts à apprendre l'anglais et puis ils délaissent le français. Le français est malmené ici, dans ce pays-là. Si le prend de l'expression, bon, même l'amour, les gens sont prompts à te parler de bribes d'anglais au dehors. Même dans les salles de classe, là où c'est milieu réservé en français, maintenant, le Wolof a pris place. Vous ne pouvez rien, tu discutes avec ton étudiant sur son sujet de recherche. Si tu ne l'arrêtes pas, il va te parler Wolof. Donc, nécessairement, la langue maternelle, la première langue doit être dans le système éducatif. Pas pour remplacer le français ou l'anglais, mais pour être à côté du français, de l'anglais. D'égal à égal, quelque part. C'est ça le bilinguisme. C'est ça. C'est-à-dire, si on le voit comme ça, c'est une nécessité. L'éducation bilingue est une obligation. C'est une nécessité. Nous ne pouvons plus dire que le français ne fait pas partie de nous. Je l'appelle patrimoine national. Pas langue nationale, mais patrimoine national. Le français est un patrimoine national maintenant pour les pays anciennement colonisés par la France. Mais ce n'est pas une langue nationale. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en français. Les choses que je peux dire en wolof, qui peuvent avoir du sens dans ma vie, quel que soit mon niveau de maîtrise de français, je ne peux pas le dire en français. C'est ça le réel problème. Alors, donc, et je pense que ceux qui réfléchissent bien savent que c'est un frein. Et j'ai fait un article que j'ai intitulé Gouvernance linguistique au Sénégal, un frein à l'émergence socio-économique. Parce qu'il y a un lien. C'est comme un cordon ombilical. Alors, expliquez. Alors, le développement est par essence inclusif et participatif. Ce n'est pas des politiques qu'on écrit en français, après qu'on balance en bas et qu'on essaie de traduire tant soit peu, et les populations comprennent à demi, et pour la plupart, ils ne se sentent pas concernés parce que c'est des choses qui ont été conçues sans eux. Et ils ne comprennent pas le message. Il y a une cassure, rupture entre les gouvernants et la population à cause de la langue. C'est un développement d'exclusion. Je prends l'exemple de l'agriculture. L'État définit la politique, dit combien on va mettre et qu'est-ce qu'il faut acheter, et c'est eux qui décident ça. Les prix sont décidés en haut. Ils amènent tout, et à la fin de la saison, tu vas entendre les agriculteurs, les cultivateurs dire que les semences qu'on nous a amenées ne sont pas les bonnes semences. C'est après avoir pratiqué ça, semé et récolté, qu'ils se rendent compte que c'est pas adapté ou c'est pas... Si c'était inclusif et qu'on parlait le même langage, ils auraient exprimé ou expliqué au gouvernant quel type d'intrants ils ont besoin et où est-ce qu'il faut le mettre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'administration. Je veux parler de l'administration territoriale qui dirige les régions. Parce que nous avons une politique de décentralisation et de déconcentration. Ces administrateurs-là, au lieu d'être des agents de développement, des techniciens qui aident, ils passent tout le temps à expliquer aux populations les politiques qui ont été définies en haut. Et généralement, la plupart d'entre eux ne peuvent même pas traduire le message qui est en français en wolof. Je vous donne un exemple.
le budget ou le financement alloué à l'agriculture ou etc. à des paysans. Tu dois le mettre en wolof. Mais si tu ne sais pas dire les sommes d'argent en wolof, comment ils vont comprendre? Les deux ne se comprennent pas et ça amène des tensions de communication. Donc, en effet, on peut imaginer que dans le développement économique, rien ne peut fonctionner si déjà on n'arrive pas à se parler. Impossible. Ça, je suis catégorique. On a beau penser à des politiques, on a beau capter des fonds, multiplier le budget par 100, on est à 4 000 milliards. Mais jusqu'à présent, la situation ne change pas. Pour qu'il y ait un développement, le développement doit être endogène, participatif et inclusif. Les populations ne peuvent pas participer parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec les dirigeants. Sans communication, pas de développement. Et la langue est au centre. On ne peut pas éduquer les gens en français seulement et laisser les langues. Et revenons un peu sur l'enseignement bilingue, finalement. Est-ce qu'il existe des expériences, finalement? Est-ce qu'il y a un espoir pour voir un jour ce pays? Il y a un espoir. Bon, je peux dire oui et non. Il y a de l'espoir, parce que depuis l'indépendance, on n'a pas cessé d'expérimenter. Les années 70-78, avec les coopérants français qui étaient là, qui ont remarqué que sans les langues nationales, on ne pouvait pas faire de la qualité de l'enseignement de l'anglais et du français. Ils ont mis sur pied le centre de linguistique appliquée de Dakar. Et ils ont initié les premières expérimentations de classes télévisuelles et de classes non télévisuelles. Ça a donné ce que ça a donné. On est venu avec les états généraux, avec des idées gauchistes, on a arrêté cette méthode classe. On a refait une autre expérimentation. 2002-2010. C'était concluant, on a fait une évaluation, les résultats étaient bons, mais pas de généralisation parce que c'est la Banque mondiale qui avait financé. Ce n'est pas l'État du Sénégal. Alors, après on laisse les ONG, chacun tenter de son côté. Arrête est venu avec de très beaux résultats sur tous les plans. La formation était bonne, de la formation des enseignants. Ça, c'est quelle ONG? C'est Arrête, ça? Arrête, A-R-E-D, Associates for Research and Education. In Development? Oh, yes, the D is development. Nous avons évalué Carole et moi. Parce que c'est Carol Benson à Columbia University, que je connais très bien d'ailleurs. Oui. C'était l'expert, moi j'étais l'expert national. On a fait une équipe, on a évalué toutes les classes de Arrête. Et c'était extraordinaire. On a vu, du point de vue de la formation, du point de vue des manuels, du matériel didactique, du point de vue de l'implication des parents, des populations, de la communication, tout a été réussi. Mais comme c'est un financement d'une ONG, Dubai Care a arrêté ses financements. C'est ça, ils font un financement pour 3 ans. Oui, 3 ans et c'est fini. L'expérience s'est réussie. Oui, et la LPT est venue avec beaucoup de milliards. Ils ont bousculé le projet Arrête. Alors que l'État aussi avait une autre expérimentation à côté, avec l'OIF, École et Langue. Eux aussi, ça n'a rien donné. On devait harmoniser le modèle bilingue à appliquer au Sénégal. Ça a été fait dans de grands séminaires. On devait mettre à l'échelle, c'est-à-dire multiplier le nombre de cas. Mais jusqu'à présent, je ne sens pas ça sur le terrain. La LPT est venue à bousculer tout ça et imposer la lecture dans la langue nationale. Et à récupérer tous les enseignants et inspecteurs formés par Arrête. Mais les gens sont en train de dire que ça, ce n'est pas le bon projet. Mais comme ici, en Afrique, s'il y a
les sous, les fonds, les gens, ce qui les intéresse, c'est de capter les fonds. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui va donner de la qualité. Il faut nécessairement que ce qui est acquis dans la langue première soit transféré dans la langue seconde. Quelle est votre vision dans l'idéal pour L'idéal, c'est soit on se lance carrément dans l'éducation bilingue différée ou simultanée. Ça dépend de l'option. J'ai pas de choix. Mais que les deux langues se retrouvent dans la classe. La langue première de l'enfant et le français qui est maintenant un patrimoine national, on ne peut pas s'en défaire. C'est ça. Donc, ne serait-ce que pour le primaire. D'accord. Oui, des programmes en wolof français ou dans les autres langues. Quoi. Maintenant, au secondaire, on peut faire de la langue nationale une langue seconde, comme l'espagnol, et continuer avec le français. Maintenant, d'ici 50 ans, on doit se préparer à enseigner carrément dans les langues nationales, que ça soit la langue d'enseignement, même si le français est dans la classe comme objet d'enseignement. C'est ça l'idéal. Là, vous dites 50 ans, vous voyez pas plus vite que ça? Non, parce que rien n'est fait qui me montre sur le plan politique. Et j'ai fait un article récemment qui va sortir dans la revue du département d'histoire pour montrer la perception, ceux qui ont une perception négative de l'aménagement, de l'introduction des langues dans le secteur officiel. Il y a une particularité africaine où principalement, tous les pays ont été colonisés par une langue étrangère. Le contexte n'est pas le même. La perception que les gens ont un peu différente des personnes qu'on peut avoir, par exemple, aux États-Unis où il y a des minorités comme les Mexicains. C'est pas la même chose. Le point qui me semble me créer des problèmes par rapport au tenant du français, c'est que j'ai dit que il y a certains qui me disent que la France n'acceptera pas que les langues nationales deviennent des langues officielles aux côtés de France. Donc, ça sont des Sénégalais qui disent. Des intellectuels. Sénégalais. C'est principalement des gens qui ont été éduqués à l'école, qui occupent des positions sociales à cause de cette éducation à l'école française, qui te disent ça. Des professeurs d'université. Et qui rejettent finalement cette responsabilité. Qui te disent que la France ne va pas nous laisser. Ils ont peur, il y a une peur bleue. Est-ce qu'elle est vraiment fondée? Non, pour moi, c'est pas fondé. Parce que la France est un pays qui a ses propres intérêts. Et moi, je pense que c'est légitime que la France cherche à développer ses intérêts partout dans le monde. Mais c'est à nous aussi de savoir que nous sommes un pays, un peuple. Nous devons avoir nos propres intérêts et nous battre pour ça. Mais la bataille, c'est les hommes qui le font. Hein. Il faut une révolution bilingue. Mais c'est ça. Sans cette révolution bilingue, je ne vois pas comment l'Afrique peut vraiment aller au développement. Ça, je ne m'imagine pas ça. Ça, c'est sûr. La langue va avec l'expansion économique et politique. Et ça s'est vérifié pendant la colonisation. La France a bien réfléchi et a vu que c'est la langue française qui doit faire le travail. Et ils ont implanté des écoles et des églises pour permettre à la langue française de prendre du terrain. Mais lorsqu'ils ont éduqué les élites africaines, en commençant par les fils des rois, des empereurs, ils viennent maintenant avec une culture française. Les gens ont commencé à les copier, à les mimer. Alors, ça a passé plus facilement. Donc, il faudrait l'inverser, finalement. C'est ça la révolution, c'est de retourner cette façon de faire qui a fait ses preuves. La base du développement doit se faire par la langue du pays. Et maintenant, si le socle est bien assis, les gens ont une culture bien assise, ancrée, qui est d'ailleurs la source de toutes les valeurs que nous cherchons. Le patriotisme, l'amour du travail,
tout cela, c'est quand on est bien ancré dans sa culture et dans sa langue qu'on peut l'avoir. Maintenant, après, aller vers les autres pour prendre chez eux ce que nous n'avons pas. C'est comme ça que ça doit marcher. Et même actuellement, dans le jeu politique international, c'est ça qu'on voit. Les gens ne font pas attention. La Chine s'est renfermée. Et il a développé son agriculture. Et par l'agriculture, développer son industrie, il a ouvert ses portes. Ils viennent prendre les Africains, les gens voyagent, eux aussi, ils partent partout maintenant. C'est comme ça. C'est ça la loi de la nature. Mais sans ça, on n'est pas nous-mêmes. Et c'est ça le problème. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment très, très intéressant. Merci. Moi, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, je pense que on aura à nous retrouver ailleurs et pour d'autres sujets. Ce serait pour moi un plaisir de continuer la collaboration. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Merci. Comme nous le fait comprendre le professeur Diagne, les politiques linguistiques au Sénégal sont encore lourdement dépendantes des bailleurs de fonds. Cependant, permettre une meilleure cohabitation des langues dans la salle de classe, une meilleure approche du plurilinguisme est essentiel pour la réussite scolaire des enfants, leur développement cognitif, leur identité, mais aussi plus généralement le développement économique d'un pays ou d'une région tout entière comme l'Afrique de l'Ouest. Les épisodes de la Révolution bilingue sont disponibles sur le site de frenchmorning.com, sur iTunes ainsi que sur le site larévolutionbilingue.info. Merci à Emmanuel Saint-Martin et French Morning pour la production de ce podcast, Zara Punawala pour le montage sonore et à très vite pour un nouvel épisode de Révolution bilingue.